En fait, il faut comprendre, je pense, pour s'adoucir par rapport au projet qui marche pas, c'est que le projet qui fonctionne, c'est l'exception. Se vendre, quel enfer. La créativité, c'est ce qu'il y a de plus cool. Si l'IA faisait la vaisselle, la lessive, ce serait tip-top. Est-ce que tu te considères créative? Je pense que oui. Même c'est généralement quand on me demande des qualités, c'est un peu la première que je cite. Je dirais que je suis créative tout le temps en vrai, mais genre chaque seconde. Donc, est-ce que tu peux expliquer un peu quel type de création tu fais? Je suis ce que j'aime appeler multicasquette, parce que c'est une expression ringarde de 1, et j'adore la ringardise, et de 2, parce que ça veut bien dire ce que ça veut dire. Je fais de la photo, de la vidéo en réalisation, je fais énormément de choses, je fais du maquillage, j'écris, je fais du podcast. Je suis un peu dans tous les domaines. En fait, dès qu'il y a un truc qui m'intéresse, j'ai envie de l'apprendre. Je crois que le coq est d'accord. Est-ce que tu as un style qui se démarque? Je pense que mon style, il a toujours de l'humour dans tout ce que je fais, que ce soit de la photo, de la vidéo. J'aime bien l'absurde, j'aime bien la comédie, j'aime bien aller dans des extrêmes des fois. Et si j'ai un conseil à vous donner ce soir, c'est le suivant. Avant de descendre d'une voiture et d'ouvrir la portière, Le mec qui bouffe le cul d'une pute, elle arrive derrière, il défouraille, il lui met un doigt dans le cul et lui mord les couilles. Chac! Et des boutons de se met à sucer. Ça part en plein dans la chatte. Pas faire comme Picard. Est-ce que tu peux expliquer un peu quand est-ce que tu crées? Est-ce que tu as une notion de toujours la même temporalité, de jour, de nuit, dans le silence, dans le bruit, dans l'ordre? J'écoute beaucoup de musique. Chaque année, je défonce mes stats Spotify. Je suis dans le 1% des personnes qui écoutent le plus de musique avec genre, je sais pas, 70 000 minutes. Enfin, c'est abusé. Chaque année, je m'étonne. J'aime pas le bruit, mais quand c'est du bruit qui est choisi, ça me va fin bien. Et ensuite, pour ce qui est des moments, honnêtement, c'est tout le temps, tout le temps. J'adore me laisser inspirer par absolument tout. Et en fait, c'est même pas une décision, c'est ce qui se passe d'office. Sinon, voilà, beaucoup de lectures, beaucoup de bouquins d'archives, parce que je m'inspire beaucoup de ce qui s'est fait. Parce que de toute façon, c'est une boucle. Tout ce qui on a à cette heure-ci a déjà été fait, en grande partie. C'est juste de la réinterprétation et de la création avec une vision différente, mais l'idée est déjà là, quoi. C'est un mélange de choses que je vais chercher pour m'inspirer et de choses qui sont préexistantes. Tu dis que quasiment tout existe déjà. Est-ce que tu penses que c'est quand même encore intéressant aujourd'hui de créer? Ouais, parce que de toute façon, que ce soit pour des revendications politiques, le divertissement, juste pour l'envie d'exprimer quelque chose, de toute façon après la création, ça peut être pour soi, ça peut être pour les autres, ça peut être pour tellement de choses. Pendant très longtemps, j'ai créé et en fait, je montrais à personne ou pas grand monde, genre c'était ma famille et c'est tout. Et au final, de partager sincèrement ce que je fais, c'est assez récent, ça fait même pas 10 ans alors que je crée depuis que j'ai une dizaine d'années. Généralement, quand j'écris quelque chose, je sais où mon cœur est allé chercher les inspirations. Et donc très vite, je me dis oui, en fait, ça s'est déjà fait par tel artiste et tel réalisateur que j'adore, mais il faut voir plus loin, il faut se dire oui, mais en fait, le mix de toutes ces inspirations, ça donne une nouvelle œuvre qui n'a pas été faite. En fait, du moment que ça passe par le prisme d'une nouvelle personne, normalement, il y a une notion de nouveauté. Du coup, tu dis que tu as commencé à créer il y a 10 ans. C'est venu comment l'aspect créatif dans ta vie? Tu te rappelles des premières fois où tu as créé? L'un de mes premiers souvenirs créatifs, celui que je quote tout le temps, mais il me fait tellement rire. Je sais pas, je devais avoir 7-8 ans et je regardais très souvent Les Gendarmes à Saint-Tropez. C'est comme ça que commencent les meilleures anecdotes, avec Les Gendarmes à Saint-Tropez. Chez mes grands-parents ou chez mes parents, et j'adorais ça, Louis de Funès, dans mon cœur, par sa comédie gestuelle, cette façon de parler, etc. Et donc en l'occurrence, Les Gendarmes à Saint-Tropez me faisaient terriblement rire et j'aimais beaucoup tout. La mort dans l'âme, j'ai appris que Louis de Funès n'était plus de ce monde. Et donc je me dis quoi, mais il n'y en aura plus jamais des Gendarmes à Saint-Tropez. J'étais outrée. Et donc ma solution, ça a été d'écrire mon propre film des Gendarmes à Saint-Tropez, qui tenait sur 4 pages d'une copie double. Et j'ai inventé ma petite histoire où en gros ils vivaient une dernière aventure. Et je l'avais lu genre à mes parents et à des copains de ma sœur, enfin bref. Mais après, ouais, j'ai jamais arrêté. De toute façon, j'ai toujours été une gosse assez créative, à vouloir faire toujours 1 milliard de choses. Est-ce que ta famille, tes proches et tout t'ont plutôt encouragé dans ce truc-là ou ils ont plutôt essayé de te freiner et de te mettre dans un schéma plus classique? Non, ils m'ont pas freinée.
J'étais la gosse fantasque, ça c'est sûr. Non, mes parents sont assez compréhensifs et puis de toute façon ils ont très vite vu que j'étais comme ça. Ils m'ont soutenue dans le sens où ils regardaient ce que je faisais, ils trouvaient ça cool, mais ils n'allaient pas non plus... En fait, c'est même pas ils avaient besoin de me pousser ou de... En fait, je faisais les choses de moi-même et d'office. En fait, ce qui me freinait, c'était plus le fait que des fois les gens soient pas dispo. En fait, j'ai toujours été une gosse assez entrepreneuse, à vouloir faire un milliard de choses. Et en fait, moi, j'étais en mode, bon, bah, on se retrouve à telle heure, à tel endroit et on fait tel truc. Et les enfants étaient en mode, bah non, en fait, moi, j'ai autre chose à faire, je dois jouer. J'étais en mode, putain, fais chier. Il y avait déjà de la créativité un peu tout autour de toi? Mon père est bricoleur, donc lui, il faisait beaucoup de choses avec ses mains d'un point de vue bricolage et réparation, voitures, etc. Ma mère fait du piano pendant des années et elle en fait encore. Et ma sœur faisait de l'alto, donc c'était plus le côté musique au début. Et pour le coup, j'étais seule dans la photo, la vidéo. Si à la rigueur, il y avait ma tante qui est graphiste, mais en vrai, je la voyais pas souvent. Mais j'ai quand même un souvenir très précis de quand elle travaillait dans une agence de pub où on était allé la voir. Il y avait un mec qui prenait des photos de produits derrière elle et j'étais captivée. J'étais en mode, c'est trop bien, ça fait des flashs et tout. Et je voyais l'image qui s'affichait parce que tu sais, c'était raccordé, donc je fais attends, mais ce qui est là, c'est là aussi. Waouh, la technologie, le monde, toute vitesse. Hein. Voilà. Enfin, à quel moment t'as conscientisé l'envie que l'aspect créatif fasse partie de ton métier? Je crois que ça a toujours été là. J'ai eu des ambitions de métiers différentes. Pendant longtemps, je voulais être cuisinière parce que j'adore cuisiner. Donc il y a une période quand j'étais petite, je demandais à mes parents d'aller m'acheter des ingrédients au hasard et à moi de me démerder pour faire un plat après. Il y avait déjà ce côté créatif mais avec la cuisine. Et surtout, il y a un truc que ma daronne m'avait rappelé et qui me fait beaucoup rire et qui représente aussi un peu la façon que j'ai d'être à cette heure-ci. Je lui disais tout le temps, je veux 7 travails différents pour avoir un travail différent chaque jour pour pas m'ennuyer. Et en vrai, c'est un peu drôle, je suis toujours sur 57 projets différents, à faire plein de choses, jamais les mêmes. Donc quand j'écris une histoire, je fais ce qu'on j'appelle une V-merde. Comme c'est très bien dit, je sais. J'ai le sens des mots. Une V1, mais c'est même pas une V1, c'est un truc où en fait je mets tout et ensuite je corrige. Parce qu'en fait, tu peux corriger que quelque chose qui est préexistant. Et des fois, en fait, j'ai une idée d'histoire complète et au final, je vais à peine y toucher après l'avoir écrite, ce qui a été le cas pour le court-métrage que j'ai tourné début d'année. En fait, j'avais des bribes d'idées, mais qui s'arrangeaient pas comme je voulais. Et puis d'un coup, j'ai eu une idée. J'étais allée voir un spectacle d'humour, Benjamin Tranier. Trianon, ça a peu d'importance, mais je le dis. Entre l'entracte entre la première partie et le spectacle, je me suis écrit la trame de mon court-métrage sur mon téléphone. Et en fait, il a à peine bougé entre le moment où j'ai fini de l'écrire et le moment où on tournait. Donc des fois, ça se fait en une soirée, c'est calé. Et il y a d'autres fois où je vais revenir beaucoup plus et je veux beaucoup plus aller chercher des détails. Mais là, en vrai, ça a été assez vite limpide pour ce projet-là. Donc pour le coup, j'ai à peine retouché. J'ai dû faire peut-être une V2, V3 pour des petits détails. La trame n'a jamais changé. Mais globalement, tu préfères laisser la forme brute ou retravailler? Je pense retravailler, c'est toujours important. Et puis c'est surtout qu'en fait, au-delà de ce que moi je préfère, les projets changent H24. Tout le temps. Tout le temps, des lieux qui s'annulent, la météo qui marche pas. Vraiment, quand il y a une emmerde, avant j'étais effondrée, pendant 6 mois j'étais en PLS dans un coin. Il y a vraiment des fois où pendant des mois je créais plus parce que j'étais effondrée de voir que tel projet s'était pas fait. Alors que maintenant, généralement, il me faut 10 minutes pour m'en remettre. Et puis j'appelle d'autres personnes, je retrouve d'autres moyens. Tu travailles mieux seul ou tu as besoin des autres pour avancer? Grande question à laquelle je ne tire pas la réponse. J'aime bien être entourée, mais être bien entourée, de gens sur qui je peux avoir confiance. Parce que, voilà, encore une fois, je sais que je suis quelqu'un d'exigeante et que ça peut être relou, je le sais, parce que je suis relou avec moi-même. Pendant très longtemps, j'ai fait énormément toute seule parce qu'en fait, soit je demandais à des gens et les gens n'étaient pas forcément fiables. Ah, est-ce que tu veux m'aider à filmer? Et finalement, la personne ne vient pas, je me dis, bon, bah tant pis. Donc je vais être chef-op, et puis je vais être au son, et puis je vais être à la cam, et puis je vais aussi faire la déco, et puis un petit peu de costume. Et au final, je fais tout. Mais en vrai, c'est très très formateur d'avoir beaucoup fait seule, parce que j'étais dans un coin où pas forcément grand monde était intéressé par ce que je voulais faire, ou alors c'était genre intéressé mais pas jusqu'au point de vraiment s'investir en fait. Donc j'ai quasi tout le temps fait les choses seule et même si des fois ça me rendait triste etc, au final maintenant ça va. Du coup je sais que je peux gérer des projets toute seule, mais en fait là je cherche mon équipe de cœur plus en plus, parce que là j'habite en région parisienne maintenant alors qu'avant j'étais dans les bonnes Vosges. Ça commence à se construire petit à petit, mais c'est vraiment ce qui prend le plus de temps, de trouver une équipe de confiance où tu as autant confiance en eux humainement que professionnellement. Je pense que d'avoir fait beaucoup de choses seule fait que déjà j'ai un naturel assez exigeant, j'aime toujours faire les choses bien. J'ai abandonné la notion de parfait, quand même je veux faire les choses les mieux possibles. Putain, c'est vraiment un contre-CV, personne va vouloir bosser avec moi. Promis, je suis quand même sympa. Dans le fond, mon exigence, elle est sur des choses qui me paraissent simples mais qui sont quand même compliquées, c'est juste quand tu t'engages dans quelque chose, tu le fais. Et si tu le fais pas, il faut que tu aies une bonne raison. Rien n'est foncièrement grave, genre jamais. On sauve pas des enfants, on fait rien de fondamentalement catastrophique si ça marche pas.
Au pire, on perd de l'argent et du temps, tant pis, ça arrive tout le temps et ça arrivera encore des milliers de fois. Mais c'est juste la communication. Dire quand il y a des problèmes, bien communiquer les uns avec les autres et être respectueux. Franchement, je crois que c'est le minimum à mes yeux et généralement quand je bosse avec des gens qui n'ont pas ces qualités humaines, ils auraient beau être les meilleurs techniciens, je ne rebosserai pas avec ces gens-là, quoi. Est-ce que tu aimes l'idée d'être comprise ou dans tes interprétations par exemple sur les courts-métrages, t'aimes l'idée qu'ils comprennent ce que tu as voulu dire ou t'aimes l'idée qu'ils interprètent d'une façon complètement différente? J'adore le fait que chacun y voit ce qu'il veut. C'est tellement intéressant. Déjà, j'évite les fins fermées dans mes projets. Je sais que des fois c'est plus chiant et les gens ils aiment moins les fins ouvertes parce que justement il y a un peu ce truc de « Ah merde, moi qui voulais passer 1h30 et puis la foutre derrière moi, maintenant je me retrouve avec une problématique que j'avais pas. » Mais en même temps c'est toujours ce qui est le plus intéressant de se dire est-ce que ça se finit bien, ça se finit mal. Enfin là je dis finit bien, finit mal. J'évite aussi les dichotomies. Encore une fois, je parle de mon projet le plus récent. La fin ouverte au final, il n'y a pas ce truc de il a réussi ou il a pas réussi ce qui s'était mis en tête de faire. C'est encore une autre notion que je veux pas spoiler. Allez le voir, ça s'appelle Point de chute, c'est pas encore sorti, ça sort en janvier 2026. Par exemple, le personnage de ce court-métrage, donc Point de chute, c'est un mec un peu paumé qui s'essaye à plein de choses, j'essaie de pas trop en dire non plus. Et par exemple, j'ai des amis qui me disent ouais, c'est un mec paumé, il a l'air chiant. Puis il y en a d'autres qui me disent mais c'est trop bien, il essaie plein de choses, il est hyper curieux. J'ai pas envie de donner la réponse clé en main, mais du coup, c'est incroyable de voir comment chacun l'interprète. J'ai eu des gens qui m'ont dit c'est hilarant, il y a d'autres gens qui m'ont dit mais tu viens de me pourrir la journée, je suis déprimée. C'est dingue et je trouve c'est tellement fort d'entendre des avis aussi en grand écart, quoi. Je pense qu'il faut abandonner très vite l'idée non seulement d'être compris mais d'être aimé. Et c'est un truc qui est hyper dur et j'ai encore des fois du mal. Mais foncièrement, je veux dire, il y a des offres qui sont universellement appréciées ou presque et qui sont très bien. Mais des fois, l'universel, ça en perd de sa saveur. Ça devient un truc où, en fait, généralement, l'universel a l'avantage de l'inconvénient, c'est-à-dire que pour que ce soit universel, il faut que ce soit le plus lisse possible pour que tout le monde puisse s'y retrouver un peu. C'est comme l'astrologie, si je peux me permettre. À quel moment t'as les meilleures idées? Pendant longtemps, c'était le soir, que c'était chaotique d'un point de vue sommeil. Donc j'ai appris, genre quand je sens que mon cerveau va trop loin et qu'il est tard, et je force mon cerveau à mettre la recherche de quoi que ce soit au second plan. Et je me dis, pense-y durant le sommeil et demain matin, réveille-moi avec les infos. Je lui parle comme à ChatGPT, je viens de me rendre compte. Mais ça marche. Des fois, le matin, je me réveille, j'ai des blagues, j'ai des idées, j'ai des trucs. J'ai l'impression que tu es toujours en recherche. Tout le temps. Mais en fait, c'est mon cerveau, je ne peux pas le mettre en pause jamais. Mais il y a un côté un peu hyperactif. C'est pas hyperactif. Parce qu'en fait, parce que forcément, tu te doutes bien, tout le monde s'est posé la question. Ouais. Est-elle hyperactive? Est-ce qu'elle elle trouve de l'attention, etc. Et en fait, j'ai ce truc où j'adore faire beaucoup de choses parce que mon cerveau va vite. Mais, par exemple, je peux faire de la broderie sans bouger pendant 6 heures. Et donc, tu vois, ça va pas avec ce comportement de hyperactif, etc. Et c'est pour ça qu'au final, non. Mais j'ai un peu ce truc de vouloir faire beaucoup de choses tout le temps, dans tous les sens. Mais en même temps, je peux très bien rester complètement focus sur quelque chose sans en détourner le regard pendant des heures. Est-ce que tu penses que c'est inné ou que ça s'apprend, la création, la créativité? C'est un mélange des deux, encore une fois. Il y a des gens qui sont nés plus ou moins créatifs, comme des gens plus ou moins manuels, plus ou moins tout. C'est rien de neuf dans ce que je dis. Dans 5 minutes, je dis quand il pleut, ça mouille. Je pense que c'est un muscle. Comme d'hab, ça se travaille. Il y a une période de ma vie où justement j'ai un peu ce truc où j'étais créative, mais j'étais tellement triste de ne pas pouvoir réaliser les idées que j'avais. Je m'étais mis en pause créativement, ce qui était dur, mais qui était moins dur que de ne pas pouvoir réaliser. Et donc il y a eu une période de 2 ans où je me bridais vraiment. J'ai eu un peu le truc inverse en fait, volontairement malheureusement. Rien ne sert à rien, même si ça donne rien sur le moment. Une phrase que tu auras écrite sur un bout de papier, ça se trouve tu retombes dessus 6 ans plus tard et tu fais mais attends, est-ce que ce serait pas une bonne idée cette histoire ? Hors tournage, hors de ce podcast, tout à l'heure je t'avais parlé d'un truc que j'avais écrit quand j'avais 18-19 ans, donc c'était il y a 6-7 ans. Je l'avais écrit et puis finalement je l'ai retravaillé peut-être il y a l'année dernière et j'aimerais bien un de ces jours le tourner pour de vrai. Donc rien n'est inutile, tout sert toujours et puis tant pis si c'est de la merde. Tu dessines même si c'est nul, tu écris même si c'est nul, et puis encore une fois la notion de nul est abstraite, on n'oublie pas. J'adore depuis toujours écrire des chansons, plus ou moins prom dog, mais généralement si c'est con ça me plaît bien. Si on parle de créativité, à notre époque de parler d'IA, malheureusement c'est le sujet qui arrive très vite. Et c'est comme tout, de toute façon ça va être là, ça va pas disparaître, un jour ou l'autre ça va sûrement se tasser, mais pour l'instant tout le monde est on fire. L'idée c'est de l'utiliser à bon escient. Là où je peux l'utiliser des fois, c'est quand je dois partager ma vision avant shooting photo par exemple, parce que
que je sais que les gens sont pas dans ma tête. Et donc des fois un petit prompt qui me génère une image qui peut permettre de faire comprendre aux gens que en fait oui, le maquillage doit être de telle façon parce que la lumière va taper à tel endroit et que si ça marche pas, c'est mort. Et une petite image, des fois ça vaut bien le coup. Mais après encore une fois, c'est avec parcimonie, ça remplace pas la vraie photo. Les marques qui utilisent l'IA au lieu de photographes, de maquilleurs, de gens, non seulement c'est pas intéressant parce qu'il n'y a pas d'âme, c'est pas des gens derrière et certes ça fait gagner du temps et de l'argent. C'est sûr que c'est un peu ce qui règne le monde malheureusement. Bref, c'est un long débat, mais en l'occurrence, non, faites pas ça s'il vous plaît. Vogue l'a fait il y a pas longtemps, ça m'a rendu folle. Ils ont fait tout un édito 100% IA. Du coup il y a qu'une personne en prod et c'est tout. En fait encore une fois, modifier des images avec l'IA ça m'arrive. Quand des fois il y a des éléments que je veux enlever ou que je veux ajouter parce que c'est quand même un truc qui peut être très pratique d'un point de vue budget. Je veux dire on n'a pas tous, par exemple je dis n'importe quoi, si tu veux shooter avec énormément de fleurs, tu peux en avoir un peu sur le set, les fleurs avec lesquelles le modèle ou la modèle interagit soient réelles, mais à un moment tu vas pas dépenser 1500 € de fleuriste. Donc là ça peut être utile. Et s'il me dit ah oui ton idée elle existe exactement dans tel truc, je dis n'importe quoi. Si je dis je veux faire un film sur le voyage dans le temps dans le domaine de la cuisine et qu'il me dit ah oui il y a Spaceships to the Pâtisserie sorti en 2014 avec Christiane Olralado. J'ai vraiment fait ChatGPT. Et je fais zut, mon idée n'est pas si originale. Et puis après, je vais peut-être mater le film dont il me parle, s'il existe, parce qu'encore une fois, il l'invente énormément. Et puis après, je vais voir à quel point ça ressemble à ce que j'ai en tête et si ça vaut le coup ou si finalement je le réécris. Et c'est vraiment un outil de réflexion et de recherche sur des choses très niches qui sont compliquées de chercher autrement. S'il y a juste cette idée de, comme d'hab, utiliser ça comme un outil mais pas un remplacement. Les IA font le côté fun de la vie. On a des boulots créatifs. La créativité, c'est ce qu'il y a de plus cool. Si l'IA faisait la vaisselle, la lessive, faire les courses, ce serait tip top. Et puis il faut pas oublier une chose, la plus importante, ça pollue mais tellement. Il faut utiliser avec parcimonie, vraiment, vraiment. Là, encore une fois, c'est mes convictions. Je sais que plein de gens s'en battent la race. C'est ma vision des choses. C'est un outil mais pas un remplacement. C'est quoi la différence entre copier et s'inspirer? Tu parlais de vol. Ça c'est une grande question à laquelle je n'ai pas forcément une réponse toute prête. La différence entre copier et s'inspirer, c'est un sujet sans fin, qui n'a pas de réponse absolue. En termes d'humour, on a eu Copy Comic qui avait balancé des humoristes américains ou français qui s'inspiraient d'autres personnes. Et là, pour le coup, c'était du copier-coller, indéniablement. Mais il y a aussi des fois le hasard qui fait que, par exemple, pour une blague, si on a la même culture, la même référence, en fait, deux personnes à l'autre bout du monde peuvent se retrouver à faire exactement la même blague de niche. On se dit, mais c'est impossible, en fait, si. Et il y a aussi un biais qui est intéressant, que notre cerveau, des fois, absorbe des informations et en fait les ressort en ayant zappé qu'il les a vues quelque part. Et on a aussi eu plein d'exemples de biopics qui sortaient en même temps sur la même personne la même année. 2014, il y a eu 2 biopics sur Yves Saint Laurent. C'était lunaire. En fait, les gens qui ne connaissent pas le temps que ça prend, ce genre de projet, parce que les vrais gros projets comme ça met des années à se financer, etc. Et en fait, de se dire, ouais, le deuxième film qui est sorti, il a copié le premier, non, parce que ça se fait pas en 3 semaines, en fait. Est-ce que tu montes ton travail facilement? J'apprends à le faire, parce que pas le choix, on y revient toujours. Si on veut financer des projets, si on veut se faire connaître, il faut montrer les choses qui n'étaient pas de base innées pour moi. Parce que je te dis, je montrais beaucoup à ma famille. J'ai ton tel, et du coup, tes fonds d'écran, c'est genre tes photos, ouais. Des fils. Pourquoi? Je suis photographe uniquement pour avoir des jolis fonds d'écran. C'est ça, depuis des années. Si un jour il n'y a plus de fond d'écran, j'arrête la photo. Je le dis tout de suite. Et justement, des fois, quand j'ai du mal à me rappeler de ce que je sais faire, ça me permet de me faire des pichenettes dans la gueule de « t'as fait ça ». Parce que je suis du genre à retenir beaucoup le négatif et à zapper le positif. Et j'essaie de contrebalancer ça. Est-ce que tu te compares beaucoup aux autres? J'essaie de moins le faire, mais je le fais quand même beaucoup. Parce qu'encore une fois, j'ai toujours ce truc de... J'ai l'impression que je suis toujours en retard sur tout. De pas faire assez bien, de pas faire assez vite, de pas assez travailler. Puis après, tout le monde me gueule dessus parce que je suis sur les rotules. J'ai une partie de mon adolescence où j'étais un peu en convalescence, j'avais eu des problèmes de santé. Et du coup, pendant peut-être 3-4 ans, j'étais un peu hors circuit, où je voyais pas grand monde et je pouvais pas forcément faire ce que je voulais. Ce qui fait que maintenant, j'ai un immense FOMO de toute cette époque où en fait, j'ai pas pu faire ce que je voulais. Et j'ai un peu le sentiment de devoir tout rattraper maintenant, donc c'est très compliqué parce que du coup forcément quand tu te prends 3-4 ans dans le pif où tu peux pas bosser comme t'aimerais, forcément t'as des gens ils ont le même âge que toi, ils ont fait plus et donc j'ai un peu tendance malheureusement à vouloir rattraper le temps perdu, ce qui est pas vraiment possible. Donc ma comparaison se base beaucoup sur ça en fait, plus que sur l'art, c'est de me dire merde je devrais être plus loin, ce qui est faux, mais ça c'est un problème de moi avec moi donc je le sais. Non en vrai ça va mieux, à une époque c'était bien pire, mais encore une fois ça va de pair avec l'exigence, c'est deux choses qui se serrent la main. Est-ce que tu fais de la même manière qu'il y a 10 ans? Il y a 10 ans, j'avais quel âge? J'avais 15 ans. Je pense, d'un point de vue réflexion, manière d'approcher les choses, pas forcément différent. Ce qui est différent, c'est que du coup maintenant je suis quand même plus entourée. Non, il y a quand même des bons compagnons maintenant, des bons compagnons et des bonnes compagnonnes, des camarades, c'est universel, qui
voilà, ce sont des gens sympas et des gens avec qui ça se passe bien. Donc je pense que c'est ça la plus grosse différence, c'est l'entourage. Et est-ce que tu penses que tu feras de la même manière dans 10 ans? Pareil, je pense qu'il y a des choses qui bougeront indéniablement parce que de toute façon on fait qu'évoluer. J'espère que dans 10 ans j'aurai encore plus de gens de confiance avec qui créer et avec qui on va pouvoir tous se régaler puisque c'est l'objectif. Je pense que de ma façon de créer, j'espère qu'elle va s'adoucir. Je vais moins souffrir de ma création parce que ça c'est un truc qui est quand même assez complexe pour beaucoup. Moi y compris, de souffrir des projets qui se font pas, qui marchent pas, etc. En fait, il faut comprendre, je pense, pour s'adoucir par rapport aux projets qui marchent pas, c'est que le projet qui fonctionne, c'est l'exception. Plus vite on intègre ça, mieux ça se passe. Je pense que d'avoir commencé à créer tôt, ça m'a vachement aidé. Là, du coup, à 25 ans, j'ai intégré ce truc et c'est très positif de l'avoir déjà bien intégré, quoi. De moins s'attarder sur les choses qui marchent pas, de plus vite aller sur autre chose. Et surtout, il y a un truc qui est assez primordial, c'est que on a tendance à glorifier le statut d'artiste qui vit de son art et de ses œuvres. Sauf que c'est encore une fois l'exception. Il y a 90% des gens qui vont avoir un boulot alimentaire à côté. Faut pas se sentir mal par rapport à ça. C'est primordial de le dire parce que t'as plein de gens qui se disent bah mais comment ils font les autres? Mais voilà, dans 10 ans, j'espère que je serai plus sereine, que j'aurai un début de carrière, finger crossed. Bah tu vois, si je peux aborder un dernier sujet, se vendre. Quel enfer. C'est tellement dur, je déteste. Parce qu'en plus, il y a un truc où très vite, si tu veux t'en sortir, t'as l'impression que tu dois te vendre à tout le monde. Là, j'en profite de cette plateforme qui m'est donnée par la merveilleuse Mona ici présente. Je suis réalisatrice, scénariste, photographe, maquilleuse, sympa. Je peux participer à tout type de projet. Je peux autant aider sur du podcast que du long, que du court métrage, que de la pub. Vous me foutez 1 heure dans une salle, je ressors avec 5 idées. Donnez-moi du travail. 5, je sous-estime. 50. C'est plus proche de la réalité. Trop bien. Un petit mot pour la fin? Ça a le mérite d'exister. Je crois que c'est une des phrases qui me plaît le plus. Quand il y a un truc qui va pas, quelqu'un que t'aimes ou que t'aimes pas, tu peux toujours dire ça a le mérite d'exister. Si tu me parlais des projets que j'aime pas, je fais ça a le mérite d'exister. Même Donald Trump peut avoir le mérite d'exister. Et ça me dégoûte de dire ça. Mais au moins il est vivant. Jusqu'au jour où il le sera plus. Finger crossed le plus tôt possible. J'ai détesté d'avoir comparé mes projets avec Donald Trump, ça m'a mis mal à l'aise. Tant pis, c'est le choix que mon cerveau a fait, je vais avec. Ça a le mérite d'exister. Ouais, tu peux l'appeler comme ça, le podcast, ça a le mérite d'exister.